va démarrer donc la dernière session de cet après-midi qui est intitulée Robotique et société. Donc on a vu ce matin, en début d'après-midi et puis hier, toutes les applications, tous les développements de la robotique dans le domaine de l'industrie. On en a beaucoup parlé hier avec le ministre. Dans le domaine de la santé ce matin, dans le domaine civil et militaire en début d'après-midi. Là, durant cette session, on va aborder tous les liens, les interactions entre la robotique et la société en général, les activités culturelles, artistiques, d'une manière large. Et je vais laisser la parole donc pour le premier intervenant, M. Jean-Claude Dedin, qui est directeur de l'Institut de l'Internet et du Multimédia, qui va nous parler des 3 lois de la robotique, dont le sous-titre est « Faut-il avoir peur des robots ?» Bonjour, bon après-midi. Donc on va essayer de voir ensemble, adresser cette question qui est importante de faut-il avoir peur des robots? Et je m'appuierai pour essayer de répondre à cette question sur au moins un titre que vous connaissez forcément si vous vous intéressez aux robots, c'est les 3 lois de la robotique d'Asimov, et on va essayer de réfléchir un petit peu ensemble sur ce sujet. Donc pourquoi ce sujet? Eh bien, parce que quand on s'adresse généralement au grand public, une majorité de personnes répondent que la première impression envers les robots est une crainte. Alors ils ont du mal souvent à exprimer un petit peu les raisons de cette crainte, mais c'est en tout cas en Occident, et particulièrement en France, mais je dirais dans tout l'Occident, la première réaction est un mélange effectivement de fascination et de crainte envers ces créatures artificielles. Donc pourquoi? Donc je vous ai mis là pour illustrer une image d'un des robots qui représente le fameux T-800 dans Terminator, qui représente un petit peu l'archétype de la machine tueuse, celle dont on a peur, puisque son objectif finalement c'est de détruire de détruire l'humain, que finalement les machines nous remplacent à un moment donné. Donc j'ai essayé là de résumer, on va le passer parce que c'est un sujet sur lequel je crois qu'un de mes collègues ensuite reviendra, hein. Donc assez rapidement sur les 4 raisons, en tout cas j'en ai essayé d'en sortir 4 qui sont à l'origine de cette crainte. La première raison, je dirais, elle est instinctive, elle remonte à mon sens à nos origines d'animal social. Donc tous les animaux sociaux qui vivent en groupe, eh bien il y a une certaine réticence à incorporer dans le groupe des individus qui viennent, même s'ils appartiennent à la même espèce, hein, à les intégrer dans le groupe. Ça passe au début par une reconnaissance faciale, et si on ne reconnaît pas l'individu et son appartenance au groupe, généralement il est rejeté de ce groupe. Et ça, c'est une convergence évolutive, on le retrouve dans énormément d'espèces, hein, toutes les espèces en fait qui vivent en société, même dans les guêpes, hein. Il y a une étude récente qui a été publiée dans Nature qui montre que les guêpes, les essaims de guêpes, quand une guêpe arrive près de l'essaim, il y a une reconnaissance faciale et qui a été opérée par la guêpe, et si la guêpe n'est pas reconnue comme appartenant à l'essaim, eh bien elle est purement et simplement chassée, voire tuée. Donc ça, c'est une première raison, et elle fait partie de notre acquis, je pense, assez fondamental. Une deuxième raison, importante, c'est la religion qui, dans tout, quel que soit d'ailleurs le type de religion, mais en particulier la religion catholique et chrétienne, a banni depuis, là je vous ai mis le 2e commandement du Décalogue, donc le texte biblique, les commandements qui normalement ont été transférés par Dieu lui-même à Moïse, hein, donc où il y a un commandement qui dit: tu ne recréeras pas sur terre et ci-bas une créature vivante, en particulier encore plus si c'est humanoïde. Et donc c'est un interdit qui a été qui a nourri, je dirais, toute la religion, et au-delà de la religion chrétienne, dans toutes les religions qui sont autour du bassin méditerranéen plus généralement. Donc c'est interdit, et si on transgresse cet interdit, eh bien généralement il y a une punition derrière qui peut être divine, hein, ou alors par exemple eh bien on peut dans certains cas même aller sur le bûcher à certaines époques, hein, si on transgresse ces interdits. Donc
Ça a duré pendant tout un nombre de siècles, et dans notre culture, on a encore une fois cette fascination, mais aussi cette transgression. Hein. Si on crée un robot, par exemple, mais à l'époque c'était plutôt des automates, si on crée un automate, eh bien, on transgresse ces interdits divins, on ne doit pas se prendre pour Dieu, et donc si on le fait, eh bien, on sera irrémédiablement puni. Ensuite, il y a une période pour moi qui est importante, donc une troisième raison, c'est la période romantique, donc en plein 19e siècle, où là on va retrouver tout un ensemble d'auteurs qui vont, prendre la créature artificielle, pour le prendre au sens large, un petit peu comme l'incarnation du romantisme. Donc je vous ai mis une petite image bien sûr du golem, qui va servir un peu d'archétype, mais tout le monde a entendu parler bien sûr de Frankenstein. Mary Shelley publie Frankenstein en 1817, si je ne m'abuse. Et donc voilà, on va retrouver ensuite cette trame narrative de la créature. Donc on a toujours la même trame dans ce type d'histoire à peu près. Hein. C'est un savant fou, en tout cas quelqu'un qui vit un peu en marge de la société, qui crée à partir d'une matière inerte. Donc dans le golem c'est de la glaise, avec Frankenstein c'est des morceaux de corps de personnes décédées. Et puis comme l'homme ne peut pas, comme on l'a vu dans la raison précédente, ne peut pas donner la vie lui-même, hein, c'est uniquement quelque chose qui appartient à Dieu, eh bien il y a l'apparition, enfin il y a forcément l'intervention quelque chose de surnaturel. Par exemple dans Frankenstein, c'est les éclairs, là on met en place un système compliqué et les éclairs vont finalement insuffler la vie dans le Frankenstein, mais comme on est dans la transgression, eh bien comme vous le savez, ça se finit mal. Donc ça on va le retrouver dans beaucoup d'histoires qui ont été écrites dans cette période du 19e siècle. Et quand on pousse un petit peu plus loin, donc il y a Karel Čapek, cet auteur tchèque, hein, qui en 1921, donc on passe là du 19e siècle, tout début du 20e, ou pour moi qui marque une vraie rupture, puisque là, pour la première fois d'ailleurs, il emploie le terme robot, hein, qui vient du slave robota, donc travail forcé, esclave. Et donc là, lui met en scène quelque chose qui va venir le lieu commun, un petit peu la trame récurrente de toutes les histoires qu'on va voir par la suite, comme Terminator, Matrix, etc. C'est la révolte des machines, puisque là, il n'y a plus simplement une créature artificielle. Donc le savant, il crée finalement toute une armée de robots qui sont là pour normalement effectuer le travail à la place des hommes. Et finalement, ces robots vont se révolter contre l'homme parce qu'ils le trouvent inutile, et ils vont aller jusqu'à le tuer, à l'anéantir complètement l'humanité, sauf un qui vont garder précieusement à la fin. Mais bon, bref. Voilà, et à partir de là, dans notre culture, eh bien, on va retrouver systématiquement cette trame scénaristique dans la majorité, et donc c'est normal que culturellement, ça soit relativement imprégné dans nos esprits. La dernière raison, et c'est pas une des moindres, c'est les applications industrielles où les robots ont commencé dès le XXe siècle, hein, en tout cas des années 60-70, à remplacer l'ouvrier dans les usines de production. Et là, c'est la dernière raison, c'est que on remplace l'homme, donc, et à partir de là, normalement c'est pour gagner de la productivité, de la flexibilité, ce sont des démarches pieuses, mais pour ceux qu'on remplace à un moment donné, c'est pas forcément extrêmement sympathique, hein. C'est bien globalement, mais pour ceux qui vont perdre leur emploi, eh bien c'est un vrai problème. Et donc ça s'est passé en Angleterre, ça s'est passé à Lyon même lors de l'époque de la mécanisation de l'industrie textile, hein, avec des révoltes des ouvriers qui perdaient leur emploi à cause de la mécanisation. Donc ça se répète, et donc quand on en parle effectivement dans la société, cette robotisation souhaitée, eh bien, il faut qu'elle se déroule en replaçant bien sûr l'homme au centre. C'est un des points sur lesquels je reviendrai à la fin, parce que à court terme, on ne peut pas faire cette robotisation sans prendre considération des changements et accompagner ces changements. Donc toutes ces conditions, toutes ces raisons finalement s'interpénètrent les unes avec les autres, et qui fait que globalement aujourd'hui en Occident, eh bien la première réaction c'est bien sûr cette crainte. Alors pour essayer d'aller vers beaucoup plus d'empathie envers les robots, une des théories qui a été une des idées, je dirais, normales, c'était de rendre ces robots de plus en plus ressemblants avec l'humain, tellement ressemblants qu'à la limite on pourrait même se tromper si on en croisait un jour dans la rue. Donc
en fait, cette idée de faire des robots extrêmement ressemblants, si ressemblants qu'on peut se tromper, eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, que ça pose des soucis. Là, je vous ai mis une photo d'un des clones robotiques du professeur Ishiguro. Où finalement on s'aperçoit quand on le met devant des personnes, eh bien qu'ils font plutôt peur, encore une fois, qu'ils amènent leur empathie. Bon, c'est une théorie qui est déjà assez ancienne, qui a été développée dans les années 70 par le professeur Mori, un roboticien japonais, et qui s'appelle la vallée de l'étrange, et qui dit que finalement, plus on se rapproche en ressemblance de l'humain, eh bien, c'est pas linéaire, et plus on est très très proche de l'humain, eh bien, il y a un moment, il y a un trou, il y a une vallée dans laquelle le moindre petit détail qui nous diffère, qui va poser problème, va interpeller notre subconscient, notre cerveau, et va nous mettre en alerte. Et donc, des robots extrêmement ressemblants à l'humain, eh bien, sont par définition les plus difficiles à faire et posent beaucoup de problèmes d'empathie, justement, contrairement à ce qu'on pouvait penser initialement. Alors, tout ça n'est pas inévitable, puisqu'il y a des pays où je dirais des civilisations où il n'y a pas cette peur du robot. Je dirais même qu'à l'inverse, il y a une véritable adhésion populaire, en particulier au Japon, en Corée également. Vous avez beaucoup de nos amis coréens ici présents dans cette manifestation. Et là... je ne vais pas détailler, je pourrais répondre aux questions pourquoi finalement les Japonais n'ont pas cette réticence. C'est à la fois un petit peu l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de réticence culturelle. Au contraire, le robot pour eux est à l'inverse le sauveur de l'humanité, un compagnon de vie de tous les jours. Donc on est vraiment à l'antithèse. Et donc tout ça pour dire que c'est pas absolument cette crainte n'est pas inévitable. Donc je ne déroule pas le raisonnement complètement, mais au bout du compte, la conclusion de tout ça, c'est pour faire des robots qui sont beaucoup plus acceptés, en tout cas en Occident, par rapport à ces craintes, eh bien, j'ai dégagé 3 grandes règles que je ne vais pas encore une fois détailler. La première, c'est qu'il faut plutôt revendiquer l'aspect artificiel. Il ne faut pas essayer de nous faire prendre nos vessies pour des lanternes. Il faut plutôt que les robots montrent leur aspect artificiel, même si, a fortiori, s'ils ont une forme humanoïde. Deuxièmement, plus que la ressemblance poussée avec l'humain, il faut une harmonie, une cohérence entre les comportements et la morphologie. Quand on voit Mickey dans un dessin animé, tout le monde sait que Mickey n'est pas vivant, mais on adhère à cette histoire, l'histoire de Pâques fictionnelle en littérature. Eh bien, on adhère à cette histoire, on adhère au personnage, et ce qu'il faut justement éviter, c'est d'avoir des détails qui vont faire qu'on va sortir de l'histoire. Pour moi, c'est un peu pareil avec les robots. Et ce qui est important dans ce cas-là, c'est pas le niveau de complexité de détail, c'est plutôt la cohérence entre les comportements et la morphologie. Le troisième point, c'est que les robots respectent nos codes d'interaction sociale. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que, je reviens un petit peu au côté animal social, on a évolué en tant que tel, on a aujourd'hui énormément de codes, donc il est important que le robot respecte ses interactions et ses codes sociaux, puisque dès qu'il va dériver de ces codes, eh bien, il va y avoir un rejet assez immédiat. On parle tous à notre voiture, enfin, je ne sais pas si vous parlez de voiture, ou de téléphone, si ça ne s'allume pas, on dit, bon, qu'est-ce que tu as ce matin? Donc naturellement, l'homme, animal social, interagit de façon, je dirais, sociale avec les objets. Et donc, il faut que le robot, lui aussi, en tout cas les concepteurs, prennent en compte ces considérations. Alors, il y a quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à ces questions, c'est Isaac Asimov, et qui a écrit un nombre de nouvelles assez important sur les robots. Et il a fait énormément de vulgarisation scientifique, puisqu'il a publié plus de 500 ouvrages, donc c'est un auteur pantagruélique de ce point de vue-là. Et pour lui, ces histoires de créatures tueuses, de robots qui se révoltaient, c'était complètement stupide. Et il a toujours dit, je mets une petite citation là, mais il en a écrit beaucoup d'autres. Et c'est justement à cause de ça qu'il a eu l'idée, alors pas tout seul, il y a aussi une autre personne, son éditeur, John Campbell, qui a participé à l'élaboration des 3 lois, qu'il a mis en place ces 3 lois.
Donc en résumé, les robots ne se révolteront pas. Hein. Ils se révolteront pas pour nous tuer, ça c'est très bien pour faire des histoires spectaculaires, mais dans la réalité, eh bien, ça ne se passera pas, c'est sûr à 120%. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne peut pas y avoir des accidents ou certaines dérives. Et c'est dans ce contexte-là que Asimov a créé ces 3 lois de la robotique. Donc les premières citations remontent à 1942 dans une nouvelle qui s'appelait Runaround, donc cycle fermé, cercle vicieux, hein, où des robots se trouvent un petit peu prisonniers des lois qui doivent assurer normalement la protection. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de ces lois, je vous les ai mis là pour mémoire. Donc un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Donc cette loi est la plus forte. Hein. Donc en gros, un robot il ne peut pas faire du mal à un humain. Hein. Donc ça, il doit même l'aider s'il est en danger. C'est la loi qui pour Asimov était inviolable. Hein. Pour lui, elle était intégrée au plus bas niveau du robot, dans l'esprit, dans le hardware du robot. Il ne pouvait pas la contourner. Ensuite, 2 autres lois. Il doit bien sûr obéir aux ordres d'un humain, sauf si ces ordres, bien sûr, sont en contradiction avec la première loi. Et la 3e, il doit assurer sa propre sécurité, d'une certaine manière, sauf si cette 3e loi eh bien, est en contradiction avec les autres. Donc, il les a écrits dans une idée purement littéraire au départ. Hein. Justement, elles ont l'air extrêmement solides, ces lois, mais elles ont énormément de failles, en fait. Et c'est à partir de ces failles qu'Asimov va construire justement l'ensemble de ses intrigues. Donc, des failles, il y en a beaucoup. Hein. Par exemple, l'interprétation entre robot et humain, ça voudrait dire que le robot, eh bien, il est capable de définir ce qu'est un humain et ce qu'est un robot, ce qui n'est pas du tout évident. Donc, quand on lit une histoire, ça paraît évident. Mais pour un roboticien, déjà, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre, hein, ce genre de choses. Il y a aussi des dilemmes. Si tout simplement, eh bien, on donne, il y a deux personnes qu'il faut sauver, il faut en choisir une, bah, automatiquement, on s'aperçoit qu'il y a un problème de dilemme, que le robot va être obligé de choisir quelle personne il va aller sauver. Donc des cas comme ça, il y en a un nombre extraordinairement grand qui mettent en fait en défaut les 3 lois de la robotique, parce que au bout du compte, eh bien, on ne peut pas à chaque fois les respecter. Donc elles perdent par nature leur caractère inviolable, et elles ont beaucoup d'autres défauts. Par exemple, elles sont exprimées à un niveau extrêmement abstrait, c'est normal, on est dans une œuvre littéraire, et donc j'ai étudié assez longtemps comment on pourrait les implanter pour de vrai dans un robot. Là, ça se complique beaucoup. Déjà, il y a un paradoxe. Asimov dit qu'il veut les intégrer au niveau matériel le plus bas pour garantir leur inviolabilité. Or, elles sont d'une abstraction extrêmement forte, et donc ça pose beaucoup de soucis de ce point de vue-là. Donc il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus, et bien sûr on a essayé, Asimov le premier, à rajouter, pour essayer de pallier ces failles, une autre loi qui s'appelle la loi 0, c'est-à-dire un robot ne peut nuire à l'humanité, parce qu'effectivement, si on doit pouvoir sacrifier un humain, un robot devrait pouvoir sacrifier un humain, si en contrepartie il sauve beaucoup plus de personnes. Mais si la loi 1 est inviolable, eh bien, du coup, il pourrait laisser l'humanité en danger. Alors, donc, là aussi, c'est un problème de dilemme important. Donc là, c'est une des versions des lois. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup plus, qui a été établie par un autre auteur de science-fiction qui s'appelle Roger Clark, qui est aussi scientifique de formation d'ailleurs. Et on voit qu'il y a un certain nombre de lois. Ça donne un corpus de lois plus robustes, hein, puisque ça traite beaucoup plus de cas. Il y a même le cas un peu tordu où le robot, pour échapper à la contrainte de la première loi, construirait un robot qui ne serait pas soumis aux lois. Donc il y a une loi de procréation, vous voyez, pour empêcher ce genre de choses. Donc on arrive là à quelque chose, un corpus de lois assez complet, hein, qui couvre pas mal de cas, mais qui quand même a encore beaucoup de failles. Donc, et de toute façon, je ne vais pas faire ici de mathématiques, mais il y a un théorème connu par les logiciens qui s'appelle le théorème de Gödel, qui dit que tout système formel, en gros tout système qui ressemble un petit peu à ça, on trouvera toujours des cas, ce qu'il appelle des indécidables, qui passent au travers. De toute façon, c'est une loi des mathématiques, d'ailleurs que connaissait Asimov. On trouvera toujours des cas dans ce type de système qui finalement font que le système ne va pas marcher aussi bien qu'on le pense.
Donc, est-ce que pour autant, faut se passer des 3 lois? Je dirais non. Donc, d'accord, les robots vont pas se révolter, mais on peut avoir des incidents, on peut avoir des accidents, et puis de toute façon, ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour rassurer le grand public. Donc, pour illustrer ça, je vous ai mis un joli logo Robotic Law Safe, certifié. Donc, on pourrait dire, ben voilà, les robots, si on a pris en compte l'aspect sécurité dans l'esprit des 3 lois de la robotique, pas forcément en implémentation au sein du robot, mais pourquoi pas également, eh bien, ça donnera plus de confiance et de plus sécurité. La plus simple des 3 lois, hein, finalement, l'implémentation matérielle la plus simple des 3 lois, c'est le bon vieux panic button qu'on a sur toutes les machines qui sont susceptibles de, à un moment, et vous verrez en vous promenant dans les allées qu'il n'y a pas tant de robots qui ont un panic button, hein, vous en verrez certains, donc je les félicite, d'autres parce que le robot prenne conscience et des mécanismes de sécurité pour arrêter parce qu'il va mettre en danger à un moment donné un humain, ben c'est bien, mais il faut aussi des mécanismes que l'humain décide à un moment donné, ben je t'arrête toi, parce que sinon on court un certain danger. Donc pour ceux qui voudront aller jusqu'à la lecture du livre, eh bien vous verrez qu'il y a plein d'autres mécanismes comme ça qui relèvent de la logique et de l'esprit des 3 lois de la robotique, qui sont en fait assez facilement intégrables. Alors, on parlait des accidents, mais il y a aussi des dérives possibles. Alors dans le livre, je parle bien sûr de tout ce qui est, je dirais, sex toys, hein. Il y a beaucoup, on n'a pas de stand ici sur certaines applications de la robotique sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Mais il y a la robotique médicale aussi. Là, on touche clairement à des points où les 3 lois de la robotique, si on les prend un peu comme modèle, eh bien, il faut se poser un certain nombre de questions. Il y a clairement le plus évident, c'est la robotique militaire. Donc là, je vous ai mis une photo du Predator. Donc c'est un drone aérien qui, depuis quelque temps, est armé. Hein, donc il est en train de lancer une bombinette là, et donc clairement là on est en violation caractéristique de la première loi, et donc il a été utilisé en particulier Predator dans un certain nombre de théâtres opérationnels ces derniers temps, hein. Je suis pas sûr qu'il n'ait pas fait des dégâts, alors qu'il en fasse des dégâts. Je ne veux pas m'insérer en conscience sur ce type de sujet, mais en tout cas, c'est une piste de réflexion, hein. Là, on est clairement en rupture avec les 3 lois telles qu'avait imaginé Asimov. Et c'est un peu inquiétant dans le sens où, clairement, la tendance aujourd'hui en robotique militaire, c'est vers de plus en plus d'autonomie. Donc là, on les arme, ça va être vers des robots de plus en plus autonomes. Faut-il déléguer à un robot la capacité de tuer des humains? C'est une question que je pose. D'où finalement ma conclusion, c'est les 3 lois de la robotique, pour moi, elles sont à la limite plus écrites, et je pense à l'origine pensée par Asimov comme un code éthique, un code déontologique de réflexion que tout scientifique devrait avoir. C'est-à-dire, en plus, il a vécu à l'époque du projet Manhattan, hein, donc, qui s'est concrétisé ensuite par Hiroshima et Nagasaki. Et c'est une époque qui a marqué une rupture en sciences extrêmement importante, puisque à partir de ce moment-là, le scientifique au sens général ne pouvait plus se cacher derrière la science et le progrès en tant que tel n'était plus forcément positive. Il y avait des démonstrations claires de ce point de vue-là. Donc je pense que quand il les a... donc maintenant il est décédé, il ne pourra pas répondre à cette question, mais quand il les a écrites, c'était aussi dans un but plus large de loi, de code éthique que tout scientifique, les roboticiens bien sûr, les créateurs de robots, doivent avoir en tête. Et au bout du compte, tous les scientifiques et les roboticiens ont une responsabilité individuelle. Il est temps, je pense, pour un certain nombre d'applications, d'avoir aussi une réflexion éthique. Ça commence, hein, ça commence clairement dans ce secteur. Il faut continuer. Et puis surtout, remettre l'homme au centre, quelles que soient les applications. Par exemple, industrielles. Il y a certains rapports qui prônent aujourd'hui une robotisation extrêmement importante dans l'industrie. Ça peut être une solution à la crise économique actuelle, mais bon, il faut le faire en conscience, en remettant l'homme au centre, hein, et puis en accompagnant ces changements. Voilà, je vous remercie.